Merci Mélodie pour ton accueil. Merci à la direction de la prospective de m'avoir convié à dire quelques mots, effectivement. Mon ambition sera modeste, surtout suivant l'introduction de Pierre. Mon ambition est beaucoup plus modeste. En fait, il y a quelques mois, dans le cadre de la préparation sur le tour du monde des écosystèmes innovants et en Asie, Michel Salov-Post m'avait appelé, on avait discuté effectivement de la possibilité que soit évoquée la place que les universités catholiques ont dans cette approche. Alors, je n'ai pas du tout la prétention de vous apprendre quoi que ce soit. Je pense du reste que cet après-midi, Michel interviendra pour préciser la notion d'écosystème innovant. Moi, mon approche et mon désir est beaucoup plus humble. C'est d'être un peu le guide Michelin, un sous-guide Michelin dans le cadre des tours du monde que vous avez fait ou que vous allez faire, puisque Michel me disait que vous prépariez de nouveau plusieurs tours du monde. Et donc, vous dire que dans le cadre de vos déplacements à venir, eh bien, il y a parfois, dans certains pays, des universités catholiques qui travaillent également sur cette notion d'écosystème innovant et surtout qui tentent de la pratiquer. Alors, sans doute de manière beaucoup plus modeste qu'à l'Université catholique de Lille, mais néanmoins, des universités qui ont un certain nombre d'activités, qui font des efforts, et peut-être que dans le cadre de vos partenariats, eh bien, certaines relations spécifiques avec quelques-unes d'entre elles pourraient être intéressantes. Je vais préciser, même si tu l'as fait également, Mélodie, le lieu d'où je parle. En fait, à la Fédération, nous avons créé un département prospective il y a quelques années, qui travaille plutôt sur l'évolution de l'enseignement supérieur, donc sur l'évolution des universités. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on a été amené à collaborer avec des prospectivistes divers et variés, les Copenhague Foresight Institute notamment, et à travailler également avec une équipe associée au MIT, pendant quelques mois, précisément sur cette notion d'écosystème innovant. Donc, c'est à partir à la fois de la cartographie qui est en cours, elle n'est pas finie, mais la cartographie qui est en cours des universités catholiques qui sont dans cette approche, dans le cadre d'une réflexion menée avec le MIT et avec des prospectives sur l'évolution de l'enseignement supérieur, que je me situe. Voilà. Et donc, puisque on est également dans le cadre de l'Institut de prospective, et Pierre vient de rappeler un certain nombre des traits caractéristiques des approches de la prospective, j'ai inclus également dans mon topo une réflexion sur justement l'avenir des universités eu égard à cette notion d'écosystème innovant. Je m'inspirais un peu en faux par rapport à ce que disait Michel hier très rapidement lorsqu'il disait voilà, les universités sont le lieu de production des connaissances et le lieu autour duquel vont s'articuler beaucoup de recherches à l'avenir. C'est une des possibilités et c'est peut-être sur ce point-là que je terminerai en vous donnant quelques exemples. Voilà. Alors, j'évoquais le point de départ, vous le savez bien, et Michel y reviendra sans doute cet après-midi. Il n'y a pas une, mais des définitions des écosystèmes innovants. Je pense que dans la littérature, on en trouverait au moins une trentaine, donc il faut bien prendre un point de départ, ne serait-ce que pour ensuite objectiver en quelque sorte ce que l'on analyse. Donc, moi, j'ai repris la définition du MIT, qui a des avantages et des inconvénients. Le MIT, à partir de son approche historique et du modèle développé aux États-Unis et exporté également dans un certain nombre de pays dans le monde, estime que les écosystèmes innovants réunissent 5 acteurs principaux qui sont les 5 que vous voyez sur ce slide, en estimant qu'il y a, vous voyez, en fait, ces 5 acteurs principaux. Quand vous regardez ces 5 acteurs principaux, il y a deux aspects
sur lesquels je reviendrai, mais qui sont importants et sur lesquels d'ailleurs nous avons beaucoup de discussions dans le cadre de l'équipe que je mentionnais tout à l'heure. Le MIT place le politique parmi les acteurs principaux, parmi les 5 acteurs, voire comme acteur parfois principal. Ça pose la question du leadership dans les écosystèmes et la question de l'articulation du leadership et du travail en réseau. Donc là, il y a un point, je dirais, de gouvernance, un point politique au sens large qui est intéressant. Et puis, bien évidemment, il y a le rôle des universités, mais le rôle des universités, j'y reviendrai, ce n'est pas simplement un rôle en termes de pourvoyeur de main-d'œuvre hautement qualifiée, de lieu de recherche, etc. C'est aussi, et là c'est spécifique, me semble-t-il, à l'expérience du MIT, l'université comme lieu physique. Comme espace de rencontre, alors forcément à l'échelle du MIT avec le campus qui est celui de cette université, on comprend ce que cela veut dire, ça pose quand même un certain nombre de problèmes ou de questions pour savoir si effectivement l'écosystème repose systématiquement sur un espace physique conjoint. Je le souligne juste en introduction parce que c'est un point qui se retrouve dans les différentes universités que je mentionnerai. Voilà. Dernier point concernant l'approche du MIT, je la souligne, c'est un petit clin d'œil, mais ça me semble intéressant par rapport au profil de la cathode de Lille, et puis concernant les royalties qu'évoquait également Pierre avec humour il y a un instant. Le MIT a l'habitude de distinguer 2 types d'universités en disant, voilà, il y a les universités qui ont un profil théologique, c'est-à-dire un profil ancien, on va dire lié aux humanités, etc. Et puis les universités qui, comme le MIT, sont technology-based principles, c'est-à-dire fondées sur une recherche de l'innovation avec un lien immédiat avec le monde entrepreneurial, des évolutions possibles, bien évidemment. Hein, le MIT cite avec humour Harvard en disant Harvard, c'est plutôt le Theologically Funded University, même si aujourd'hui, bien évidemment, ils ont évolué. Ça me semble intéressant. Pourquoi? D'une part, parce qu'à Lille, il me semble que, compte tenu de l'implantation, l'implication et l'histoire des relations entre la Cato de Lille et le milieu entrepreneurial lillois, on voit bien dans quelle configuration on se situe. C'est également intéressant parce que dans les synthèses que l'on a aujourd'hui sur les écosystèmes innovants, et notamment dans les groupes de travail auxquels on participe, on voit bien que la question de la culture, de la valorisation de la culture est importante. Et donc là, il y a un petit indice intéressant sur le plan historique. Voilà. Alors, pour en venir, parce que je ne veux pas abuser du temps qui m'est imparti, j'ai pas mal de choses à dire, pour en venir aux universités de la Fédération. Je l'ai dit hier, mais tout le monde n'était peut-être pas là, la Fédération, c'est 240 universités sur l'ensemble des continents. Donc, on a commencé à faire une cartographie des universités qui étaient impliquées dans des écosystèmes. Je ne vais pas toutes les mentionner parce qu'à ce jour, on en a une trentaine. Moi, je vais évoquer certaines d'entre elles aujourd'hui. Vous voyez une première liste possible. Je ne traiterai pas aujourd'hui du Brésil, mais le Brésil a la Fédération polytechnique jésuite à Sao Paulo, qui est une université totalement impliquée, totalement intégrée et pensée comme un écosystème innovant, y compris avec des espaces qui sont, comme je le disais tout à l'heure, des espaces pensés, conçus sur le mode MIT, c'est-à-dire que les entreprises, les labos de recherche des entreprises sont présents sur le campus de l'université, qui est pensé principalement autour de la recherche et avec des locaux dédiés à l'enseignement, mais il y a presque, je dirais, une partition physique du campus. J'aurais pu évoquer également Saint-Joseph et d'autres universités. Je vais me concentrer simplement, très rapidement, de vous mentionner comment fonctionnent certaines des autres universités que j'ai évoquées ici, à commencer par la Christ University à Bangalore, et puis ensuite je passerai très rapidement sur les autres avant de faire une synthèse et de passer donc à une vision plus prospective. Juste avant de commencer néanmoins sur l'ensemble des universités que je vais vous présenter, on retrouve des points communs alors qui m'ont semblé intéressants parce qu'ils relèvent totalement
de ce que Viitanen évoque dans son livre. Je vous ai mis la source, qui est une très bonne synthèse sur les pratiques des écosystèmes innovants. La littérature est immense sur le sujet, mais Viitanen mentionne 4 points qu'on retrouve bien dans les universités que je vais évoquer. D'une part, une approche systémique avec finalement l'écosystème qui est au cœur de la politique stratégique de l'université. Voilà. Un travail en hub, ça c'est beaucoup plus classique, donc hub, réseau. Le MIT, je le disais tout à l'heure, pose la question néanmoins du leadership dans le cadre des réseaux. Le troisième point qui me semble peut-être plus important, c'est le fait qu'on a systématiquement des partenariats publics-privés. Alors, je le souligne, c'est souvent le cas en France, mais comme on a néanmoins une approche un peu spécifique sur ces sujets en France, ce point-là me semblait intéressant à soulever. Et puis, le dernier point, c'est tout ce qui est relation entre alliances stratégiques. Autrement dit, une sorte de congruence entre la stratégie choisie par l'université et les stratégies choisies par les autres acteurs de l'écosystème, donc les 4 autres acteurs que je mentionnais tout à l'heure, à commencer par le politique, que ce soit l'État, alors l'État fédéral, puisque dans un certain nombre de cas que je mentionnais, c'est l'État fédéral, mais ce peut être également, voire plutôt l'État fédéré, exemple américain ou exemple indien. Voilà. Et tout dernier point, on évoquait donc cette notion d'écosystème innovant et de service à la société. Il y a, dans la définition même de l'écosystème innovant, effectivement, on voit bien que la notion de service à la société est présente. Je dirais que cela veut tout dire et rien dire. Et donc, service à la société suppose que l'on réfléchisse sur les valeurs qui sont sous-jacentes à ce service à la société. Et dans cette perspective-là, ça m'a semblé intéressant de vous dire que dans les quelques exemples que je vais vous présenter, il m'a semblé qu'il y avait une distinction à faire entre cette approche générale d'un service à la société qu'on retrouve en Australie, en Inde, en Belgique, et puis dans certaines universités catholiques, un lien plus particulier qui est fait avec l'identité catholique ou une réflexion mue par des valeurs liées aux identités catholiques. Et donc un lien entre la notion de la pratique de l'écosystème innovant et la notion de responsabilité sociale des universités. Voilà. Alors, commençons le tour du monde par la Christ University en Inde, qui se situe donc dans l'état du Karnataka, si ma mémoire est bonne. Là, l'approche est une approche de l'écosystème innovant, est une approche globale. Tout ce que je vais vous montrer, je l'ai pris sur leur site et puis j'ai discuté avec certains des collègues pour m'assurer que je ne me trompais pas. Donc, il y a une approche qui est globale. C'est lié, c'est un aspect qu'on retrouvera, c'est lié à l'implantation. On est à Bangalore, on est dans la ville par excellence tournée vers les tech, vers l'informatique, vers l'innovation technologique. Et donc, l'université de la Christ University est complètement impliquée dans cette approche-là, avec notamment, vous voyez, un centre sur l'entrepreneuriat et l'innovation, mais également toute une approche en termes de fintech, marketing et business analytics, l'ensemble faisant partie de l'approche écosystème innovant je vous dis de l'université. Compte tenu de ce que je finirai par dire en conclusion, je vous dirai sans doute de l'équipe dirigeante et d'une partie de l'université, ça serait sans doute plus juste, et c'est vrai également pour d'autres universités. Voilà. Alors, ce que l'on retrouve à la Christ University, c'est également une pratique que l'on retrouve aussi dans d'autres universités que je mentionnerai. C'est-à-dire très souvent l'idée que l'écosystème innovant, à travers un ensemble de pratiques, a néanmoins un lieu dédié. Voilà, donc ça c'est présent à travers le Centre pour l'innovation digitale. Donc je dirais qu'il y a une sorte de concentration, le réseau formé au sein de l'université de Bangalore est néanmoins structuré plus ou moins par un centre spécifique. Ce qui n'empêche pas qu'on retrouve
un certain nombre de pratiques qui sont des pratiques courantes dans les écosystèmes innovants. La présence, par exemple, d'un centre d'incubation et un ensemble de relations avec des partenaires extérieurs et une visée entrepreneuriale spécifique avec un travail auprès des étudiants, des startups et puis bien évidemment des entreprises. Autre point significatif qu'on retrouve également dans d'autres universités, le fait qu'il y ait une formation, parmi bien évidemment beaucoup d'autres, mais une formation qui est plus spécifiquement dédiée à la thématique des écosystèmes innovants. Donc, dans le cadre de Bangalore, c'est un Master of Science, Innovation and Entrepreneurship qui fait en quelque sorte la synthèse des approches et qui constitue d'une certaine manière la colonne vertébrale de l'approche de Bangalore. Voilà. Deuxième exemple, la Corée du Sud. J'ai été reprendre sur un document du British Council une analyse du pays. Je vous la montre pourquoi, parce qu'elle est intéressante, on la retrouve d'une manière similaire dans d'autres pays, et notamment en Australie. À savoir, donc vous voyez, vous retrouvez au centre le triptyque classique de l'université, recherche, éducation et engagement, service à la société, donc très bien. Niveau droit, le rapport entre les universités publiques, privées, etc. En revanche, ce qui est très intéressant et qui est très fort pour la Corée du Sud, c'est la colonne de gauche, Government Support. C'est-à-dire que la compréhension, la mise en place des écosystèmes innovants se fait à partir d'une politique qui est celle du gouvernement coréen. Et c'est dans le cadre d'une mobilisation politique gouvernementale que se situe l'exemple que j'ai choisi, qui est celui de l'Université catholique de Daegu. Je crois me souvenir que dans une manifestation que Michel avait organisée sur les écosystèmes innovants en Asie, Anne-Marie Michel avait mentionné cette université parmi les universités partenaires. Donc, l'université de manière classique, hein, vous voyez, est ordonnée autour de trois grands pôles, trois grandes pôles ou valeurs, bon, voilà, tout ce qui est community, humanité et la notion de créativité qui intervient, on pourrait dire créativité, innovation, et ceci va se décliner de nouveau à travers des installations spécifiques. Donc on est vraiment, quand on discute avec les collègues, là encore dans un noyau stratégique pensé, voulu par le président de l'université, son équipe directrice. Et donc, au cœur de cette université, vous savez ce que vous avez au milieu, Research, avec une fondation dédiée sur le partenariat entre le milieu académique et le monde industriel, un institut de recherche spécialisé sur le sujet, un peu comme ce que j'évoquais tout à l'heure pour la Christ, et puis différents projets spécifiquement dédiés aux écosystèmes innovants, donc là, deux projets, BK21 et Project. Et ceci se retrouve ensuite, je dirais, à travers une dissémination d'une politique universitaire liée aux écosystèmes innovants à travers quatre grands axes. Un axe enseignement, un axe, je dirais, un peu plus classique, recherche et développement. J'y reviendrai parce que dans les synthèses, on voit bien que les écosystèmes innovants, généralement, modifient l'approche traditionnelle recherche et développement. Là, c'est différent, donc c'est une pratique sans doute un peu plus ancienne à Daegu. Le troisième axe, c'est celui de la collaboration industrie-université, et de nouveau, un axe spécifique au travers d'un institut, de plusieurs instituts et masters dédiés. Bon. Troisième exemple, l'Australie. Alors, pour nous, ça fait partie d'une dispute qui vient entre Michel et moi lorsque vous êtes travaillé sur l'Asie. Je sais bien que vous ne considérez pas l'Australie en Asie, et je conçois fort bien géopolitiquement, effectivement, ça peut se discuter, culturellement également. Il se trouve qu'au sein de la fédération de la FIUC, l'Australie est en Asie, mais au même titre que le Liban est en Europe. Donc, il y a comme ça
des petites spécificités culturelles et géographiques de notre fédération. Alors, l'Université catholique d'Australie, c'est un gros monument, vous voyez, avec un ensemble de campus à la fois en Australie, mais également à Rome. Et là encore, alors je vous ai mis ce slide-là parce qu'il me semble intéressant, je vous le disais il y a un instant, c'est la même approche que l'approche coréenne. La Catho d'Australie est intégrée dans un écosystème innovant qui est pensé à l'échelle nationale, donc voulu, pensé, lancé à travers l'État australien. Et donc, la Catho d'Australie s'est retrouvée dans un réseau de structures, grosso modo les 4-5 acteurs que j'évoquais au début, qui ont décidé dès le départ de faire partie de cet écosystème innovant. Donc là, vous voyez, le politique est de nouveau tout à fait mobilisateur. Ensuite, la Catho s'est mobilisée à travers à la fois des centres spécifiques, à travers des programmes d'action particuliers, mais également, je vous ai mis, je n'ai pas voulu mettre de slide, mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve là la notion d'espace physique que j'évoquais initialement. Ce sera également le cas à Dayton. Et derrière le partage, je dirais, physique des lieux ou la présence conjointe des 5 acteurs sur le même lieu, il y a toute une réflexion sur à la fois la pédagogie, sur le rapport à la recherche, sur le rapport entre théorie et pratique et sur finalement des processus itératifs de recherche qui sont permis par des rencontres, je dirais, pratiquement permanentes sur un même lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'université là est pensée non seulement comme pourvoyeur, bien évidemment, de manière un peu prétentieuse, je vais dire, d'idées, pourvoyeur d'une main-d'œuvre très qualifiée, notamment au niveau de la recherche, mais par derrière, il y a aussi l'idée qu'il y a un partage justement un partage d'expertise et qu'il y a une co-élaboration du coopératif qui se joue et qui modifie également l'approche classique de l'université. J'y reviendrai en synthèse. Alors, le Japon, l'université de Sofia, donc qui est à Tokyo, qui est une université jésuite. Là également, ça m'a semblé intéressant de vous rappeler le processus. Là encore, c'est un processus étatique. L'État, le gouvernement japonais a lancé en 2014 son programme du Top Global University Project. L'idée du gouvernement était, d'une certaine manière, de repositionner, dans le cadre de la mondialisation, le Japon parmi les grands États, et notamment au niveau éducatif. Et d'une certaine manière, la notion d'écosystème innovant est pensée en renfort ou comme outil, en quelque sorte, ou comme stratégie pour que des universités japonaises et plus globalement le Japon retrouvent sa place parmi le top 10, le top 5 ou le top 3, comme vous voulez, des pays dans le cadre de la mondialisation. Alors, vous voyez, ça me semble intéressant parce que si on compare les différents pays, on verra bien que dans certains cas, on est sur une approche des écosystèmes innovants au service de la société, où ce sont les acteurs qui eux-mêmes se mettent en réseau. Et dans d'autres cas, ceux que je viens de citer, on voit bien que par derrière, il y a une approche politique, moi, que je qualifierais un peu, je dirais, soit à minima, on est dans une approche type intelligence économique, et au mieux ou au pire, suivant les valeurs des uns et des autres, on serait plus dans une approche à la Luttwak, c'est-à-dire de géoéconomie, hein, en disant, bah voilà, la notion d'écosystème innovant et donc d'innovation vient au renfort d'une politique et d'une stratégie d'un pays, et on mobilise un certain nombre d'acteurs, dont les universités, au service de cette approche qui est une approche entre guillemets patriotique, en tout cas géoéconomique, et donc géopolitique nécessairement. Alors, on retrouve là aussi, de manière classique à Sophia University, un ensemble de centres dédiés dans le cadre de cette approche écosystème innovant. Donc, je ne vais pas tous vous les lister, mais vous voyez qu'il y en a un sur les nanotechnologies qui est particulièrement performant. Les autres sont intéressants, je les mentionne parce que ça fait écho à ce que disait avec beaucoup de justesse Pierre il y a un instant.
sur collapsologie, inquiétude pour l'avenir, etc. Nanotechnologie et surtout les autres qui sont mentionnés sur ce slide sont autant de centres qui sont pensés, et là c'est vraiment je dirais l'identité jésuite de l'établissement qui joue, en fonction, eh bien, en fonction des enjeux du temps présent. Donc, problème sur les ressources, problème sur l'eau, etc. L'ensemble des centres qui ont été montés le sont au renfort, je dirais, de la gestion de ces problèmes globaux. Et ça se retrouve, je reviendrai en arrière, voilà, dans le dernier slide que je voulais vous montrer sur SOFIA, à savoir une convention qui a été signée entre SOFIA et les Nations Unies. Ça signifie quoi? Ça signifie que, grosso modo, l'approche globale de SOFIA sur les écosystèmes innovants, avec du reste, je vous montre là de nouveau un diplôme spécifique. Parmi l'ensemble des enjeux, il y a des centres de recherche globaux et puis une assistance sur, là en l'occurrence, un diplôme spécifique. Mais on voit bien qu'il y a une sorte de congruence entre l'écosystème innovant et puis, je dirais, les objectifs du développement durable, les 17 objectifs du développement durable. SOFIA University se situe totalement dans cette approche-là, et je dirais que SOFIA est là tout à fait représentative de l'ensemble ou de beaucoup d'universités catholiques jésuites qui sont elles-mêmes réunies d'ailleurs dans une association internationale avec laquelle nous travaillons, mais qui est une très belle association internationale qui fait un excellent travail. Les jésuites sont souvent sur ce sujet d'ailleurs comme sur d'autres à la pointe, et SOFIA ne fait pas est totalement dans cette approche-là. Alors, deux autres approches. Louvain, je passais très rapidement. Je l'ai rappelé, mais ce sont vos voisins, partenaires, collègues, amis, donc bon, très bien. La Catho de Louvain est investie, bien évidemment, sur une approche d'écosystème innovant depuis longtemps, avec de nouveau cette intégration cette intégration sur un espace physique, où se retrouvent à la fois des parcs scientifiques, les deux parcs scientifiques compte Louvain, et puis également des incubateurs. Voilà. Donc c'est une approche qui est tout à fait classique, sans doute plus avancée à Louvain qu'elle ne l'est dans les universités que j'ai mentionnées préalablement, à l'exception sans doute de l'Australie et pour une part de la Corée du Sud. Là encore, on retrouve, alors même exemple que celui de la Corée du Sud, la volonté que cet esprit d'innovation, et ça rejoint ce que disait Mélodie sur sa propre expérience d'étudiante tout à l'heure, c'est-à-dire que l'esprit d'innovation, l'esprit d'écosystème innovant, etc., se retrouve de créativité, se retrouve distillé au sein d'un ensemble de cours dans différentes structures. Donc voilà, sur la thématique entrepreneuriat, l'écosystème et l'entrepreneuriat, Louvain a un certain nombre de propositions auprès des étudiants. Voilà. La recherche, je n'y reviens pas, là encore, du classique, service à la société, les incubateurs, centres d'entreprise, innovation, transfert de technologie, open hub, bien évidemment. Donc là, on est sur des pratiques traditionnelles. Voilà. Je termine par une université aux États-Unis. Alors, bien évidemment, il y en a plusieurs qui sont totalement investis dans une approche d'écosystème innovant. C'est le cas de Dayton, qui est une université, non pas jésuite, mais marianiste, une très très belle université qui est une sorte de mastodonte dans l'Ohio. Quelques slides. Là encore, l'université a été revue, corrigée, pensée par son dernier président, enfin son avant-dernier président, comme une université totalement investie, intégrée dans un processus entrepreneurial et dans une approche écosystème. Alors ça, c'est un point qui est intéressant. Je ne veux pas envoyer des fleurs à Pierre parce qu'il n'en a pas besoin et qu'il s'en moque, mais au-delà des personnalités, ce qui me semble intéressant, c'est que dans l'ensemble des cas que j'ai mentionnés, très souvent, vous avez quand même la place du dirigeant qui est intéressante. C'est à la fois son profil, sa culture, son lien avec l'entrepreneuriat. Et je pense que là, il y a une question, en tout cas pour les universités catholiques, à se poser dans le cadre de
le choix, la sélection des présidents ou des recteurs. Dans l'ensemble des cas que j'ai cités, c'est vrai pour l'Australie, c'est vrai donc pour Dayton, c'est vrai aussi pour la Christ University. Le profil on va dire, de l'équipe dirigeante joue un rôle particulier et c'est un point que je mentionne. Pourquoi? Parce que la question de la culture et de la congruence entre la culture de l'université et la culture de la région ou une culture nationale se pose. Et lorsqu'il n'y a pas cette congruence entre culture managériale universitaire et culture au sens large, enfin des autres acteurs, on voit bien que l'écosystème fonctionne plus difficilement ou se met plus difficilement en marche. Voilà. Alors, bon, très rapidement, là aussi, hein, on retrouve des choses classiques avec un certain nombre, avec voilà, la notion de hub, des centres pour le leadership entrepreneurial et bien évidemment également toute une réflexion sur des incubateurs, enfin des pratiques avec des accélérateurs, des incubateurs et de nouveau, vous voyez, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'idée que l'université est un espace particulier qui vient accueillir l'ensemble des acteurs présents qui trouvent là la possibilité de travailler conjointement. Et on retrouve là la notion d'impact culturel que j'évoquais, sur lequel je reviendrai. Alors, pour faire une synthèse très rapide, je l'évoquais tout à l'heure, il y a partout dans les exemples que je vous ai cités la notion de service à la société, mais avec peut-être une réflexion à avoir sur ce qu'on veut dire par service à la société. Dans l'ensemble des cas que j'ai mentionnés, on voit bien le poids du politique, voilà, mais l'ensemble de ces universités sont également en lien, en tout cas pour la plupart d'entre elles, avec le MIT, donc ceci explique sans doute cela. Dans l'ensemble des universités, en revanche, on voit bien qu'il y a un choix stratégique qui est fait pour que une reconfiguration de l'identité de l'université et de son avenir se joue autour de cette notion, de cette pratique d'écosystème innovant. Et puis, il y a un point qui est également important, même s'il y a des mobilisations qui sont nationales, comme dans le cas de la Corée ou de l'Australie. On voit bien qu'il y a un lien spécifique avec le local, le régional, qui se joue et qui peut avoir un impact d'ailleurs, y compris sur le profil des chercheurs et des enseignants. Bon, je vais passer rapidement là-dessus. Ce que je voudrais surtout, c'est mentionner très rapidement les leçons apprises autour de ces expériences. Alors là, je me fonde à la fois sur les retours que j'ai eus à partir des discussions avec les collègues, mais également sur les travaux du MIT que j'évoquais tout à l'heure, et puis certains documents d'une association amie, qui est l'Association européenne des universités, qui a publié un certain nombre de documents à partir également d'analyses précises des pratiques des universités, pas simplement en Europe, et où on se retrouve finalement les uns et les autres autour de ces huit thèmes-là, que je vais mentionner très rapidement. Je l'évoquais tout à l'heure, le passage d'une innovation linéaire à une innovation réitérative, c'est-à-dire au sein de laquelle finalement recherche fondamentale, recherche appliquée, développement de prototypes, finalement se stimulent et se renforcent mutuellement dans un processus coopératif. De l'innovation fermée à l'innovation ouverte, c'est toute la réflexion sur les espaces, sur le fait qu'il y a des partenariats multiples, et donc ces partenariats multiples obligent en fait les 5 acteurs que j'évoquais à des interactions permanentes et denses. Et donc, on est en fait en phase d'une innovation qui est complètement ouverte à la fois aux recherches et aux besoins des acteurs, y compris d'ailleurs certains ajoutent parmi les acteurs les bénéficiaires potentiels. Voilà. Et donc cette approche-là amène à une troisième conclusion qui est qu'on est passé d'une innovation technologique ciblée, centrée, ce que le MIT appelle la petite innovation, à des grandes innovations qui se pensent dans le cadre d'une innovation et d'organisation systémique. Plus important, alors ça a été soulevé par l'ensemble de mes collègues, c'est l'impact en quelque sorte de ce type d'approche sur le métier même ou sur les pratiques universitaires. Autrement dit, l'idée qu'on a à la fois de la spécialisation croissante, qu'avec la numérisation, l'hybridation technologique,
finalement, la recherche et le développement collaboratif interdisciplinaire deviennent une nécessité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on oublie les disciplines, il faut un socle disciplinaire, mais à partir de socle disciplinaire, on passe de l'interdisciplinaire. Et donc, on a en quelque sorte l'idée que l'université doit amener ou doit incuber une sorte de recherche interdisciplinaire. On retrouve là l'idée de complexité qu'évoquait tout à l'heure Pierre. Voilà. Alors, sur les partenariats stratégiques, point 6, oui, ça aussi, c'est ce qui apparaît très nettement, c'est-à-dire que pour les universités qui sont dans des écosystèmes qui fonctionnent bien, on voit bien que d'une certaine manière, la valeur appelle la valeur. Hein, et donc, on voit bien qu'on a des entreprises, y compris des grandes entreprises, qui viennent se tourner vers des universités, mais qui sont soigneusement sélectionnées pour mener à bien des partenariats stratégiques. Ça me semble intéressant dans la mesure où, à tort ou à raison, peu importe, mais on voit que dans les différents rankings, il y a de nouveaux rankings qui se créent. Alors, il y en a qui se créent sur la responsabilité sociale des universités, c'est en cours, et il y en a d'autres qui se créent plutôt autour de cette notion d'écosystème et de transformation de la recherche. On va sans doute arriver à des rankings qui se feront eux-mêmes concurrence. Dans les partenariats stratégiques, il y a aussi l'idée que finalement, il y a une transformation des universités par rapport à leurs projets de recherche et d'enseignement, avec une intégration dans un projet culturel plus profond, de création d'une conscience entrepreneuriale et d'une ouverture collaborative qui serait intégrée dans des réseaux pluriacteurs. Donc ça modifie bien évidemment totalement, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, un certain nombre de pratiques universitaires. Et les deux derniers points que je vous laisse lire, ils sont bien connus à lire, donc je ne vais pas y revenir, mais l'idée de co-création dans des espaces d'innovation à partir d'échanges, de dialogues, etc. Et puis, le point le plus intéressant, c'est sans doute le fait qu'on est sur des productions, j'allais presque dire des productions culturelles, des changements de culture, et donc l'émergence de cultures communes d'innovation entre les acteurs. Alors, ça peut vous sembler évident, en même temps, quand on fait un tour du monde des universités, notamment des universités catholiques, on pourrait très bien montrer que cette culture commune d'innovation vient heurter parfois de plein fouet des universités qui sont plus, pour reprendre les catégories du MIT, théologiquement centrées, c'est-à-dire plus centrées sur les humanités, donc davantage centrées sur leur tradition et moins tournées vers les services à la société. Voilà. Alors, tout dernier point que je vais mentionner rapidement, il reste encore 5-10 minutes. Je vous disais, je pense que les approches et les analyses actuelles sur le lien entre université et écosystème innovant méritent d'être replacées dans une perspective également de prospective appliquée. Moi, je suis frappé, si vous voulez, de l'énorme différence qu'il y a entre les réflexions sur l'avenir des universités, qui est un avenir incertain, qui est un avenir pluriel, mais avec un certain nombre de défis extrêmement difficiles à surmonter, et puis l'approche traditionnelle des écosystèmes innovants qui continue à mettre l'université comme ensemble constitué au centre du dispositif, ou en tout cas comme acteur principal du dispositif. Voilà. Quand on est sur de la prospective sur les universités, je vous ai mis là quelques-uns des sujets qui sont les sujets que tous les prospectivistes, mais que tous ceux qui travaillent sur l'avenir de l'enseignement supérieur ont en tête actuellement, qui portent sur le métier de l'enseignant, son évolution, voire les tech, etc., le métier de chercheur, la compatibilité entre les deux, qui a toujours été incertaine et qui reste encore à fonder. L'émergence des industries de la connaissance et la mise en concurrence des universités comme lieu de transmission des savoirs avec à la fois d'autres modes et d'autres types d'acteurs, l'émergence des micro-credentials, des soft skills. Bon, tout ça crée un environnement qui est incertain. Je n'ai pas le temps, mais de toute façon, je vous laisserai le slide. Un collègue prospectiviste de l'université d'Arizona, vous voyez, qui a fait tout un travail pour l'évolution de l'université d'Arizona,
a listé comme ça les principaux drivers pour le changement de l'écosystème, en l'occurrence dans son université. La notion d'innovation n'apparaît pas. On est là sur des thématiques très, très classiques sur la démographie, l'économie, l'usage des technologies, etc. Donc, sur l'évolution des universités, on est assez loin dans les perspectives, assez loin de mentionner les écosystèmes innovants. Et le point que je voudrais souligner, c'est que dans les différents scénarios, grosso modo, l'ensemble prospectiviste s'accorde sur 4 à 6 scénarios pour l'évolution des universités. Vous verrez que l'idée que l'université soit partie prenante d'un écosystème innovant, en fait, relève véritablement d'un choix stratégique. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que l'ensemble des universités ne va pas se tourner vers cette approche-là. Je vous ai mis ici, je vous laisserai les lire, mais je ne vais pas les commenter, mais vous voyez, Oulon IQ est un des principaux centres d'analyse, alors d'abord de captation de données, de traitement de données sur l'enseignement supérieur. C'est un centre qui dépend du MIT. 5 scénarios hein, pour l'avenir, Education as usual. Bon, lorsque on plaque, en quelque sorte, on essaie d'articuler ces 5 scénarios avec celui de l'université membre de l'écosystème innovant, finalement, il n'y en a qu'un qui peut fonctionner, qui est le second, voilà, à savoir Regional Rising. Je vous donne un autre exemple, le gouvernement de Malaisie, qui a un département prospectif extrêmement intéressant, qui est d'ailleurs transministère, a travaillé sur une prospective de ces universités. Là encore, vous avez 4 scénarios. On se demande bien dans lequel de ces scénarios celui de l'écosystème innovant viendrait se loger, éventuellement dans le scénario de l'université adaptative, mais les 3 autres scénarios, et à commencer par le scénario de l'Uber University, hein, s'y opposerait totalement. Voilà. Autre scénario qu'on retrouve à l'université de Dublin, qui est un des principaux lieux de réflexion sur l'avenir des universités, la notion de l'écosystème innovant pourrait se retrouver d'une certaine manière dans le premier scénario et éventuellement dans le deuxième, c'est-à-dire l'université comme réseau. Mais j'y reviendrai, l'université comme réseau pose un certain nombre de problèmes en termes même, je dirais, de cohésion organisationnelle qu'on connaît bien en socio des organisations. Et donc, là encore, ça mène un certain nombre d'incertitudes. Alors, je termine justement par l'exemple d'Harvard. La thématique qui est travaillée principalement aujourd'hui concernant l'enseignement supérieur, c'est ce qu'on appelle les unbundling process. Unblending voulant dire processus de dissociation. Si je voulais prendre une autre image, je dirais que c'est un petit peu la même chose que lorsqu'on travaille en socio des religions sur la manière dont l'Église catholique a évolué, qu'on parle de sécularisation interne, c'est un terme qui est bien qu'on voit un collègue Isambert, c'est-à-dire la manière dont, à l'intérieur d'elle-même, l'Église catholique se sécularise. Et bien là, on dirait qu'il y a une sorte de privatisation à l'intérieur même des universités, notamment des universités privées, ou en tout cas de dissociation, de déstructuration. Et ça m'a semblé intéressant de finir par Harvard, parce que précisément, Harvard se pose beaucoup de questions. Vous avez des pages et des pages sur le site, et dans leur production écrite également sur ce sujet. Harvard a perdu beaucoup d'argent ces derniers temps, et il y a une remise en cause du modèle organisationnel de Harvard, et vous voyez que là, vous retrouvez finalement cette idée d'une université qui travaille en réseau, en hub, avec un certain nombre d'autres structures, mais au risque finalement d'un éclatement de ces structures. Si je voulais faire une comparaison, je vous dirais que d'une certaine manière, dans les classiques en France, c'est une très belle application de la réflexion de Friedberg dans Le pouvoir et la règle, hein, sur les frontières des organisations, les liens entre les organisations et leur environnement, le rôle de ce qu'il appelle le marginal séquent, celui qui est à la frontière, sauf que là, ce ne sont pas des personnes qui sont à la frontière des organisations, ce sont des micro-organisations membres de l'université d'Harvard, mais dont à un moment, on se demande si elles sont encore dans l'université ou ailleurs, et quelle est
leur part d'autonomie, d'indépendance par rapport à l'université. Voilà, donc cette notion-là me semble intéressante, pas simplement parce qu'on la travaille, mais parce qu'elle me semble être en quelque sorte dans une perspective d'avenir, être peut-être une limite à envisager par rapport à certaines pratiques, en tout cas, d'écosystèmes innovants. Et tout dernier point, conscient de cela, le MIT a travaillé sur 3 types de fonctions spécifiques au sein des universités, précisément pour éviter le processus que je mentionnais, avec l'idée qu'on pouvait mettre en place, former des brokers, central connectors et energizers, qui ont tous, vous le voyez, des rôles spécifiques, précisément pour continuer à créer du lien, là où demain l'université risque finalement d'éclater en différentes entités, avec également l'éclatement sur lequel nous travaillons à la fédération entre le métier d'enseignant et de chercheur, et qui, dans certains continents, je pense en Amérique latine, est déjà fort avancé. Voilà, je pense être à peu près dans les temps, donc je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire et je vous remercie